Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ici pour cette nouvelle édition du Forum 5i. Nous allons procéder à l'ouverture officielle de ce forum et à la visite de la vitrine technologique. Je vais laisser la parole à Jean Vélé, président de la CCI, pour un petit mot d'introduction. Bien sûr. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour, cher Christophe. Bonjour. Bonjour à tous nos partenaires. Je suis très heureux de vous recevoir ici au WTC. Très heureux de vous recevoir déjà dans le cadre du Forum 5i, qui est quand même un forum, j'en dirai deux mots après. Et également le fait que la Chambre de commerce est installée là depuis 8 jours. Donc maintenant, nous sommes dans nos locaux et nous sommes dans notre environnement. C'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard d'ailleurs, parce que c'est toujours quand on est sur place qu'on arrive, on n'arrive pas à l'heure. Le Forum 5i, ce n'est pas une nouvelle opération, puisque c'est depuis 1998, donc ça fait 24 ans en tant que tel. Donc les bonnes choses qui durent, c'est très bien. C'est un lieu privilégié, je dirais, d'échange autour de l'innovation, autour du futur, et qui à chaque fois regroupe à la fois des grands groupes, les grands intervenants, les instituts de recherche, mais aussi tous les innovateurs et toutes les startups. Donc c'est un lieu, je dirais, d'échange, de travail et surtout de préparation de l'avenir relativement terme. Le thème est bien puisque c'est préparé effectivement, innover, inventons le monde d'après. Donc c'est tout à fait, je dirais, le bon moment en tant que tel. Et donc, merci encore d'être là et bon forum. Merci, merci Jean, merci Monsieur le Président. Quelques mots aussi de plaisir. Je voudrais, en mon nom et au nom de Mélina Héranger, la vice-présidente en charge de l'attractivité, de l'innovation, de l'enseignement supérieur de la métropole, présidente de l'Office de tourisme métropolitain, vous dire tout le plaisir pour nous d'être de nouveau en présentiel. Il faut qu'on apprécie beaucoup le retour. On l'a tellement voulu, on l'a tellement désiré, sachant à un moment donné aussi apprécier ces temps. Donc un grand merci à l'ensemble des équipes et notamment aux équipes de la métropole pour l'organisation de ce Forum 5i, 24e année. C'est important, c'est un événement qui s'inscrit dans l'histoire métropolitaine, qui est connu, reconnu, ici et ailleurs. Et je voudrais évidemment remercier les labos, les startups, les investisseurs d'être au rendez-vous pour que l'innovation grenobloise continue d'être effervescente et soit toujours véritablement la marque de fabrique de ce beau et grand territoire qu'est le nôtre. Nous allons pouvoir découvrir, après ces quelques mots, les projets issus de la recherche publique, sélectionnés cette année pour de la vitrine technologique. Mais sachez qu'il n'y a pas de vitrine sans magasin. Vous me direz, le magasin, c'est l'économie, c'est l'innovation. Dans le monde de la recherche et de la formation, c'est aussi notre économie tout entière. Notre économie de la connaissance, nos capacités productives, notre potentiel de développement innovant, nos chaînes de valeur. La vitrine, elle est belle parce que le magasin, il est fourni. Et c'est ainsi que l'on peut aussi caractériser tout simplement ce que nous sommes et ce que nous constituons ici dans ce territoire. La mission de la métropole grenobloise, c'est justement de soutenir toutes ces formes de vitrines technologiques et la vitrine technologique en général. Et pour cela, c'est créer les conditions de l'innovation et que cela ne reste pas qu'une vitrine, parce que derrière, il faut que le magasin produise. Il faut que tout simplement, il y ait de la création et de la production derrière. Donc c'est un rendez-vous majeur puisque derrière le 5e I, il y a le terme investissement. Donc c'est bien aussi cela et c'est bien le lieu qui y est dédié. Qui dit magasin dit aussi clientèle. Et donc là aussi, ce sont les investisseurs d'abord, mais au-delà d'eux, c'est la société tout entière. Vos innovations, que ce soit dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement,
c'est finalement de construire une société du mieux-être, une société où l'on vit mieux. On vit mieux en réglant effectivement les problèmes de la société aussi. Et toute l'attention de la métropole porte aussi sur un autre des 5 I, celui de l'inclusion. Parce que les attentes de rupture, elles sont considérables. Les attentes de transition, comme cela se dit très souvent, ne peuvent pas se faire sans notre cohésion sociale et générale. Elles ne peuvent pas se faire à l'encontre de l'unité et de la cohésion collective. Et ça, c'est notre grand défi que nous devons porter, évidemment, tous ensemble. Et moi, j'ai la conviction que l'innovation est porteur de cohésion sociale, justement pour le bien-être de toutes et de tous. On est bien à Grenoble. On est vraiment bien à Grenoble, et je suis le premier à le dire. Jean aussi, nous sommes vraiment, et Mélina également, on est vraiment bien à Grenoble, et on est très fiers, tout simplement, de ce qui se crée. Et on est aussi bien dans le monde de maintenant. Il faut aussi se le dire. Certes, il y a des choses à changer, il y a des choses à faire évoluer, mais on est aussi bien dans ce monde-là. Exactement. Et comme toujours, on est toujours en train de travailler à celui d'après, parce que ça, c'est une grande force de ce territoire, c'est d'avoir toujours su préparer le monde d'après. Donc je dirais que le monde d'après, c'est dans les gènes de notre vie collective ici, c'est de savoir anticiper et créer les conditions du monde d'après. Et donc ma responsabilité, notre responsabilité politique aujourd'hui, c'est de faire tenir tous ces mondes d'après ensemble. C'est d'aider, de favoriser, d'initier, de fédérer et donner du sens aux choses, mais nous sommes un parmi tant d'autres, et c'est cela avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec l'ensemble des partenaires, le département, la région, pour faire en sorte que tout ceci se tienne, évidemment. Et vous pouvez évidemment compter sur nous, la métropole, dans toutes ses politiques, dans toutes ses actions, dans ses budgets. Nous sommes là, évidemment, au cœur de nos missions métropolitaines. Et évidemment, derrière tout cela, c'est la cohésion de notre territoire, c'est la création de valeur sur ce territoire, c'est la création de richesses, c'est aussi sa résilience, son adaptabilité, parce que c'est comme ceci que ce territoire, il a toujours fonctionné. Alors, soyons tout simplement fiers de ce que nous sommes et parions sur nos capacités collectives, tout simplement à trouver les clés du monde d'après. Merci à vous. On va faire un tour. Eh bien, bonjour à vous et merci beaucoup de votre présence pour venir parcourir et aller à la rencontre des porteurs de projets de cette vitrine technologique du Forum 5i édition 2021. Vous en avez très bien résumé l'ambition, celle de montrer les innovations, les technologies, les développements produits au sein des laboratoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou en collaboration avec ces laboratoires et structures de recherche. Et c'est là-dedans que nous allons déambuler ensemble. La thématique de cette édition 2021, et vous l'avez dit aussi, était « Inventons le monde d'après », une thématique très large qui a été explorée de différentes manières par les différents porteurs de projets. Et c'est à la rencontre de ces manières que nous allons aller. Je vous propose de démarrer par un projet qui est porté par des chercheurs du laboratoire GESCOP qui s'appelle XAR. Un projet qui fait un peu aussi résonance avec le monde du pendant, puisque le monde du pendant, ça a été un monde de beaucoup de virtuel, de beaucoup de visioconférences, mais la virtualisation, l'augmentation de la réalité, ça n'est pas que de la distance, c'est aussi une manière de changer notre relation, par exemple à la formation. Et je vais passer pour cela la parole à Andreas Pusch. Bonjour, c'est bon, 1, 2, 3, ok. Bonjour et merci pour votre passage. Moi, je suis Andreas Pusch, avec Frédéric Noël, porteur du projet XAR, issu d'un projet de recherche au laboratoire GESCOP. Et notre ambition est de contribuer avec nos moyens au renouveau de l'industrie et là, plus particulièrement, à l'amélioration des processus quotidiens dans le milieu industriel, en permettant aux opérateurs de pouvoir accéder aux bonnes informations au bon moment et au bon endroit. Et ceci en utilisant des technos interactifs tels que la réalité virtuelle augmentée, dispositifs tactiles,
des postes de travail classiques. Pardon? Vous en avez plus besoin de cela? D'accord, si vous insistez, j'enlève le masque. Votre responsabilité. C'est bon, ils sont là. Et l'idée derrière est de proposer tous les services et outils nécessaires pour créer des applications d'assistance interactive permettant finalement de répondre aux besoins, au contexte d'usage, aux besoins, les contraintes sur le terrain, mais aussi aux compétences des opérateurs qui finalement ont la possibilité de se former en autonomie, en main libre, par exemple dans l'environnement réel. Donc on ne parle pas de simulation, ici on travaille vraiment sur le terrain, intégré dans le terrain. Nous sommes en contact avec notamment avec des grands comptes, mais aussi avec des PME. Donc l'idée est clairement d'assister lors des tâches sur le terrain comme la maintenance. Il y a aussi l'aide à l'assemblage qu'on en trouve notamment dans les grandes entreprises manufacturières par exemple. L'acquisition de votre approche est rapide? Oui, tout à fait. Et c'est un peu notre spécificité. Vu qu'on a une approche plutôt verticalisée, on est extrêmement rapide dans la création de ce type d'application. Aussi, dans le déploiement, c'est très très facile et très flexible à adapter au contexte. Voilà. Et deux mots, donc nous sommes accompagnés par Linxium. Actuellement, on est en train de sortir de la phase de maturation. On va entrer en incubation prochainement dans le but de créer une société derrière, donc de créer de l'emploi sur Grenoble. C'est quand même notre objectif aussi. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors le monde d'après est probablement aussi un monde de données et de transfert de données, de transfert efficace de données. On va donc se diriger vers le projet Ashlink et je vais donner la parole à Didier Belot du CEA Leti pour nous parler un peu de ce projet. Bonjour, je vais vous parler du Ashlink. Alors Ashlink, pourquoi? Parce que c'est une liaison hybride, une liaison plastique qu'on peut couper n'importe où et qui peut être connectée à une autre liaison plastique. En fait, on transmet ici 6 gigabits seconde. Alors 6 gigabits seconde, ça ne parle pas trop, mais quand je vous dis que le Wi-Fi chez vous, pas chez vous, dans votre entreprise est à 200 mégabits seconde, c'est 30 fois plus, et chez vous, c'est 300 fois plus. Donc on transmet ça à 60 GHz. Donc 60 GHz, c'est une fréquence relativement élevée. Ça passe dans la fibre plastique. Ici, ça monte. Alors ici, normalement, il y a une caméra qui tourne, mais là, elle est en train d'être rechargée parce qu'elle a un petit problème de charge. Et en fait, ici, on a une fibre qui tourne et une fibre qui est fixe. Et on transmet nos 6 gigabits seconde de la fibre qui tourne à la fibre qui est fixe. Et ici, on a un couplage qui est très simple entre cette fibre qui tourne et cette fibre ici. Ça paraît très simple. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. Et les marchés qui sont visés derrière peuvent être des marchés comme l'automobile, pour remplacer le cuivre, qui est plutôt très lourd par rapport à ça. Qui plus est, là, on est complètement insensible aux perturbations électromagnétiques, ce qui n'est pas le cas du cuivre. On a aussi d'autres applications au niveau des télécoms, où les gens qui font des mini-cellules sont intéressés par le coût de ça. Et on a enfin d'autres applications qui sont les applications robotiques dans l'entreprise ou pour la santé, où des choses tournent et on transmet quand même l'information. Voilà. Très bien. Merci. Merci beaucoup Didier. Le monde d'après, c'est forcément un monde aussi avec des défis énergétiques, des défis qui nécessitent des innovations, notamment en termes de consommation, de performance des systèmes. Et c'est pour cela que, pour vous parler du projet Kaili Energy, que je vais donner la parole à Rémi Perroni, qui est donc le CEO de Kaili Energy. Bonjour. Très heureux de vous
voir. Ouais, moi aussi. Bah, écoutez, bonjour à tous. Kaeli, nous, ce qu'on fait, c'est une machine thermodynamique qui permet de faire du froid en consommant peu d'énergie et sans fluide frigorigène. Concrètement, on évapore de l'eau, un peu comme sur le principe de la transpiration humaine, et en évaporant l'eau, on fait du froid. Et aujourd'hui, vous voyez là, vous pouvez mettre votre main. En entrée, on a un petit chauffage qui simule l'été. Donc là, il fait actuellement 34 degrés. Et en sortie de la machine, on est à 18 degrés. Vous pouvez mettre votre main aussi. Combien ? 18 degrés. Voilà. On voit bien la différence. Et ça fonctionne sur le principe de l'évaporation d'eau. Donc, c'est vraiment le mécanisme qu'on a sur notre peau. C'est assez proche de ce qui se passe sur votre peau. C'est un peu plus compliqué. Il y a pas mal. C'est un projet qui a été développé en collaboration avec le LOCI, un laboratoire USMB CNRS. Mais concrètement, le principe physique, c'est ça. Sans rentrer dans le détail, on fait du froid en évaporant de l'eau. Et ce qu'il faut voir, c'est que là, la température, donc on passe de 38 à 18 en consommant 8 watts. 8 watts électriques. 8 watts électriques, j'ai pas beaucoup d'ordre de grandeur, mais c'est l'équivalent d'une petite LED. L'objectif, c'est quoi comme application clairement? Notre marché à nous, ce qu'on vise, c'est faire du froid pour le bâtiment, pour le résidentiel. Concrètement, aujourd'hui, on a de moins en moins de problèmes à chauffer l'hiver. Les bâtiments sont très bien faits. Et il fait de plus en plus chaud l'été. On n'a pas de solution, à part la climatisation. La climatisation, je ne vais pas m'épancher dessus, mais c'est loin d'être parfait. C'est beaucoup de consommation énergétique, beaucoup de pollution. Notre solution, elle a la force en fait, de consommer peu d'énergie et de ne pas accentuer le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Oui, c'est ça en fait. Voilà. Bien sûr. C'est révolutionnaire quand même, cette histoire. Ah, c'est super, c'est un beau projet. Non, mais parce qu'on se pose beaucoup de questions actuellement. Vas-y. On se pose beaucoup de questions actuellement sur la construction, évidemment, des nouveaux logements, à la fois en performance énergétique, pour les chauffer, moins de consommation. Mais on est aujourd'hui confronté à un vrai sujet. C'est l'adaptation au grand chaud d'été et comment finalement les logements demain seront aussi adaptés pour pouvoir tout simplement être plus frais, tout simplement pour y vivre. Parce qu'on sait que les canicules vont augmenter, les durées vont s'élargir. Donc on est dans des vrais sujets chaud-froid en fait, aujourd'hui sur la construction. Donc c'est exactement ça en fait. Loin de dire que le changement climatique est une opportunité, mais c'est une vraie problématique. Et on essaye de proposer une alternative à la climatisation. Et là, on est très content de pouvoir montrer que ce qu'on fait, ça fonctionne même très bien. Donc maintenant, l'objectif, c'est de continuer à travailler sur la compacité et sur la performance. Mais en performance, on est déjà très content, ça nous suffit. Bah oui. Vraiment, le cheval de bataille, c'est la compacité. Fabuleux. Bravo. Merci. Merci Rémi. Pour les futurs locaux Alors la compacité et la performance, ça ne concerne pas que les systèmes de climatisation. Compacité et performance, c'est aussi le domaine des semi-conducteurs qui va être concerné. Et c'est effectivement ce à quoi essaye de répondre Diamfab. Et je vais déranger Gauthier Chicot, CEO de Diamfab, pour nous parler un petit peu quel est le concept derrière Diamfab. Ouais. Bonjour. Alors, je voulais que je vous présente la société en deux mots. Donc, effectivement, Diamfab, c'est une start-up qui est une spin-off de l'Institut Néel, donc du CNRS, qui est un labo qui est pas loin d'ici. Et donc, on est issu d'un laboratoire qui travaille sur les semi-conducteurs, et particulièrement les semi-conducteurs à grand gap. Et nous, on développe une solution à base de diamants synthétiques pour l'électronique de puissance. Concrètement, ça veut dire qu'avec des composants qui seront faits en diamant demain, on pourra gérer de l'électricité, enfin de l'énergie électrique de façon beaucoup plus efficace. Et donc ce que je disais juste avant, monsieur avec qui je parlais, c'est qu'on pourra par exemple imaginer charger des véhicules électriques en quelques minutes versus une heure dans le meilleur des cas aujourd'hui, réduire le poids des futurs avions hybrides de plusieurs milliers de kilos grâce à de l'électronique qui sera plus compacte tout en gérant autant de puissance, ou encore éviter beaucoup de pertes à la conversion sur les lignes électriques. Et nous ce qu'on fabrique, c'est du matériau, donc la matière première, des wafers de diamants comme ça, donc sous forme de wafer pour fabriquer les composants. Donc c'est un wafer qui est prêt à être processé dans des fonderies comme ST Microelectronics, ces choses-là. C'est une entreprise d'application pas trop loin avec ST quand même. Exactement. L'électronique de puissance, même s'il y a un tour avec d'autres spécialisés là-dessus. On discute avec ST depuis pas longtemps, mais on discute aussi avec Soitec qui sont des grands acteurs du substrat innovant. Voilà. C'est bien d'avoir dans son environnement
on est dans le bon environnement, et je pense que si on est ici, c'est pas par hasard. C'est aussi que les axes de recherche des labos, ils sont... Voilà, exactement. Exactement. Merci. Merci Gauthier. Inventer le monde d'après, c'est aussi inventer des outils de diagnostic des territoires, des outils de résilience du territoire. C'est ce que l'on va retrouver au travers des 3 prochains projets, notamment au travers du projet Terriflu, qui est développé par un chercheur de l'INRIA, Julien Alapetite, à qui je vais passer la parole pour nous en parler un peu plus. Bonjour. Donc oui, je suis Julien Alapetite. Donc je présente Terriflu. Donc Terri, c'est territoire, et flux. Et nous, on s'intéresse donc au flux de physique, enfin flux de matière et flux d'énergie sur les territoires. Alors pourquoi c'est important de s'intéresser à ça et pourquoi c'est utile? C'est très dans le contexte de la transition écologique, hein, quand on développe des méthaniseurs, quand on développe des chaufferies bois, quand on veut développer les matériaux biosourcés, quand on veut faire de l'économie circulaire, tout ça, de toute façon, tout ce qui est commun à ça, c'est l'analyse des flux de matière. Et donc c'est pour ça qu'on a développé un outil qui permet de faire ça et d'avoir des représentations assez sympas, donc qui sont, par exemple, ici, c'est la filière bois dans le Grand Est, pour la région Grand Est, qui représente un peu les étapes majeures, un peu depuis la ressource, la forêt, jusqu'aux usages finaux, en passant par donc toutes les industries de transformation, papeterie, scierie, et voir. Donc nous, permet de faire des modèles cohérents qui ensuite permettent aux acteurs de discuter. C'est pour ça la notion de modèle partagé, de savoir comment on va structurer cette filière, quels sont les plans pour le futur. Par exemple, ici, pour la Bourgogne-Franche-Comté, on travaille sur la filière paille pour voir si on peut développer la construction. Et donc cet outil, on le fait aussi en partenariat donc, avec Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, donc à développer un outil qui est déjà utilisé par la métro qui s'appelle Terristory, qui permet d'avoir... c'est vraiment un outil d'observation, de prospective et de pilotage des territoires qui est inclus dans beaucoup de PCAET, et donc on va s'inclure un peu avec eux. Et puis aussi on a Quentin Deveau qui travaille déjà pour la métro au service déchets. Et par exemple, l'outil a été utilisé une fois, donc pendant la thèse de Quentin, pour dimensionner le méthaniseur de Murianet. Voilà. Donc c'est un outil qui fonctionne. Oui, on a beaucoup d'applications concrètes, c'est ça. Voilà. C'est parlant et ça montre que ça marche, et c'est encourageant. En tout cas, oui, l'opérationnalité est déjà prouvée. Après, voilà, on va voir si aller un peu plus loin, quoi. Ok. Très bien. Bon courage. Alors on va se tourner vers un projet qui vous sera probablement cher, Monsieur le Président, puisqu'il a pour terrain aussi de test la commune de Pont-de-Claix. Si c'est possible, je vous le jure. Et je vais vous laisser Marine Kers donc, présenter le projet Luciole, un outil de diagnostic pour les sols. Bonjour. Alors je vais vous présenter notre prototype Luciole. Je vais me mettre dessus. Donc c'est un spectro qui permet de mesurer directement les polluants sur les sols. Et donc l'idée c'est de pouvoir l'emmener sur le terrain pour avoir une mesure en direct sur les sols. Donc on a développé ça au sein du laboratoire commun SpecSol, donc qui est un partenariat entre Envisol, qui est un bureau d'études qui fait du diagnostic de pollution des sols, et le laboratoire Editem à l'Université de Savoie, qui est spécialisé dans la spectroscopie en phase solide. Donc je peux vous faire une petite démonstration. On est que sur les métaux ou on est sur tout type de polluants? Non, alors là on cible les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Voilà, les HAP, donc tout ce qui est résidus de combustion incomplète. Donc on va avoir du gasoil, le bois de chauffage, etc. Oui, je pense que... Sur un sol qui n'est pas pollué. Et donc si je passe
ici, hop, on voit tout de suite le spectre. Donc là, on est sur un sol qui est pollué avec du pyrène, donc qui est un HAP cancérigène. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser ces spectres-là. Et ensuite, on a Tanguy qui est en thèse CIFRE et qui, lui, travaille sur le développement méthodologique, donc qui va nous permettre de transformer cette information spectrale en quantité de polluants. Voilà. En abscisse, c'est quoi les longueurs d'onde? Oui, c'est les longueurs d'onde. Voilà, donc on travaille avec 2 lasers, hein, donc on a 2 longueurs d'onde différentes pour travailler. Et puis c'est une mesure qui est en temps direct sur site. Ça veut dire que vous faites une mesure intégrée des dérivés organiques ou vous arrivez à faire de la spéciation? C'est-à-dire là, vous me parlez de pyrène, ça veut dire qu'il pourrait y en avoir un autre que vous pouvez mesurer, séparer? Alors là, l'idée, c'est d'abord de travailler sur les HAP totaux et ensuite de développer des modèles pour pouvoir séparer en fonction des molécules. Voilà. C'est concret. Parce que la mesure de ces polluants, c'est souvent des mesures avant, en tout cas assez complexes, en termes d'extraction de la terre, etc., de procédés chimiques. Et là, vous les faites de façon extrêmement rapide. C'est un vrai gain de temps et d'opérationnalité, quoi. C'est impressionnant. C'est vraiment l'objectif de pouvoir démultiplier les mesures sur site pour améliorer en fait la définition des volumes de terre qui sont pollués et du coup à traiter derrière pour pouvoir être beaucoup plus précis parce qu'on va gagner du temps en fait en ayant plus d'informations. Donc l'information est un peu moins précise que ce qu'on peut avoir en laboratoire, hein, mais par contre on va pouvoir vraiment faire une quantité énorme de mesures sur un site. Donc là les tests ils vont être faits sur le site de Chrysalide là, comme premier essai du prototype. Voilà. Je me rappelle quand je faisais ma thèse et que je mesurais les HAP dans un certain nombre de milieux. Voilà, c'était pas comme ça, quoi. C'était pas aussi rapide. C'était des temps de labo de fou. C'était, enfin bon, voilà, le temps d'obtenir une mesure, c'était un vrai sujet. Donc c'est vraiment extraordinaire. Ça nous montre que la technologie est vraiment au service de la compréhension des pollutions et ça c'est fabuleux, quoi. Pour la gestion des milieux pollués, c'est extraordinaire. Bravo. Ok, merci. Donc un sujet et une commune qui vous sont chers. Alors je vous parlais de résilience des territoires et de diagnostic des territoires, d'observation, de surveillance finalement du territoire. Et c'est la thématique du projet RISKID. Et je vais laisser Mathieu Le Breton nous en parler un peu plus. Bonjour, merci beaucoup. Alors le projet RISKID, c'est un projet qui a été développé à la base par une collaboration entre le laboratoire ISTER, Institut de sciences de la Terre, et l'entreprise Géolith, qui est basée à Crolles, pour lequel je travaille, et au sein d'un laboratoire commun, la Geo3 Lab, entre ces deux structures. Le principe, c'est d'aller utiliser des puces RFID, qui sont les remplaçants des codes barres dans les magasins, qui communiquent par radio, et ces puces-là, ces tags sont pas chers, low cost, et faciles à maintenir. Et le principe, c'est d'aller les déployer sur des zones à risque, comme des glissements de terrain ou des falaises qui peuvent potentiellement tomber. Et pour pouvoir sécuriser les usagers par rapport à des risques naturels de ce type-là. Alors la distance pour pouvoir les lire, on est à peu près une centaine de mètres maximum. Alors on a travaillé pas mal pour augmenter ça. On a deux approches, on va pouvoir soit surveiller en continu en allant mettre des stations sur des zones très sensibles et mesurer en continu, toutes les 30 millisecondes avoir une donnée pour pouvoir faire des alertes rapides. Soit sur les zones où il y a un enjeu un peu moindre et sur des grandes zones, aller poser des capteurs et les interroger à partir d'un drone pour pouvoir se rapprocher, notamment par exemple en falaise. C'est la distance, c'est l'évolution par exemple sur un milieu qui peut être instable. Vous allez finalement vérifier les évolutions de position en fait de vos cellules. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. Alors selon les technos, on peut avoir on a plusieurs approches avec des précisions différentes, mais le principe, ça va aller de mesurer des positions ou alors des variations de position par interférométrie. Bon, voilà.
Ou alors, autre approche, c'est d'aller utiliser un câble et ce câble, de le tendre entre deux zones qui peuvent bouger, et dès qu'il y a un déplacement millimétrique qui va se casser, on va le mesurer avec une information très simple, un bit, mais ça permet d'avoir cette information-là. Ça paraît tellement simple. Ouais. C'est extraordinaire. Merci à vous. Merci à vous. Parler du monde d'après et l'inventer, c'est aussi, et c'est l'évidence avec la crise sanitaire qu'on a traversée, c'est parler de la santé, de la façon dont on déploie la santé du futur, mais aussi la santé du pendant. C'est l'objectif notamment de Test and Pass qui est développé par la société Graphéal. Et je vais donner la parole à Vincent Bouchia, qui est son PDG, pour nous parler de ce dispositif rapide de test Covid et de passe biométrique. Bonjour. Oui, donc on a une innovation qui en fait couple deux technologies. Une technologie de biocapteur numérique qui va permettre en l'occurrence dans ce cas précis de détecter la présence du virus dans un échantillon de liquide corporel. Et cette information va être numérisée au cœur même du biocapteur. Cette information étant numérique, on peut donc facilement la mettre dans un pass sécurisé et délivrer donc un pass qui peut être compatible avec le pass sanitaire mis en place aujourd'hui. Donc vraiment l'idée d'un test sanitaire transformé en un pass. Ce pass permet par exemple l'accès aussi à des zones sécurisées. On peut en faire un pass RFID d'accès à une zone par exemple de type test entrée d'une salle d'embarquement par exemple. Voilà, donc là il y a derrière ça de la technologie basée sur le graphène. Donc le graphène est un nanomatériau innovant qui a été développé donc à l'Institut Néel du CNRS de Grenoble et que j'ai porté en dehors du laboratoire pour créer ces capteurs. Donc, il suffit dans un échantillon liquide de mettre tout simplement un prélèvement, etc. pour que ensuite, à la fois la détection se fait là du coup. Voilà, le capteur en l'occurrence est sensibilisé avec un anticorps. Et donc, lorsque l'anticorps réagit avec la présence de protéines du virus, ça va générer un signal qui va être détecté par le capteur graphène sous-jacent. Et ce signal va être donc mesuré immédiatement. Et donc, ça permet d'avoir des tests en 3 minutes au lieu de 15 en l'occurrence. Wow. Donc, l'idée, c'est vraiment de fluidiser un test sanitaire avec un test plus rapide et qui est numérisé, donc de résoudre les deux problématiques que sont le temps du test et sa fiabilisation vis-à-vis d'une reconnaissance et d'un usage pour un accès sécurisé. Et le test est unique ou on peut le réutiliser? En l'occurrence, pour le moment, on a un test à usage unique. D'accord. Il serait possible d'avoir des tests réutilisables dans le futur, mais ce n'est pas encore fait. Oui, oui, bien sûr. Voilà, le pass peut être réutilisé et on peut y mettre sous forme de clé USB un nouveau test pour garder la partie. Donc cet aspect-là est effectivement usage unique. Mais en termes de potentialité, c'est vraiment énorme ça, parce que oui, c'est une plateforme. Dans la sécurisation finalement de lieux, etc., c'est très simple en fait, c'est extrêmement simple. Hein. Exactement, là c'est un usage qui a été développé pour la crise sanitaire, mais on peut imaginer beaucoup d'autres cas d'usage. Par exemple, un test antidopage qui donne accès à une zone pendant une période donnée. Ça peut être un test d'alcoolémie, ça peut être un test pour le bétail associé à une pathologie ou un test hormonal pour gérer, par exemple, de manière semi-automatique du bétail. Donc il y a des usages vétérinaires aussi qui peuvent être tout à fait intéressants. Wow. Je précise que le coût global de cette solution est de l'ordre de 4 € en coût de production. Donc c'est là que se situe aussi l'innovation. Il s'agit d'une technologie en dehors de la salle blanche, donc qui peut être produit avec de l'électronique imprimée. Okay. Et vous êtes basé où du coup? On est basé sur Grenoble. On a un laboratoire à l'Institut Néel et un autre face au CHU à Biopolis. À Biopolis du coup. Ben voilà. Fabuleux, merci. Bravo. Merci. Alors, toujours dans le domaine de la santé, je vais donner la parole à la fois à Armand Castillero de ST Microelectronics et Nathalie Berger de Maatel pour nous parler d'une collaboration qui implique ma foi beaucoup de partenaires, dont le CHU Grenoble-Alpes et qui s'appelle Seren IoT. Merci Emmanuel. Donc, je vous présente Seren IoT qui est en fait un projet européen qui a embarqué 17 partenaires
à travers l'Europe. Et là, on va voir sur la table en fait une démonstration du consortium local autour de Grenoble. Donc c'était un projet médical, déjà, qui avait pour but d'apporter de la connectivité aux pratiques médicales pour que des patients à distance puissent être suivis par des professionnels de santé. Donc voilà. Et on a voulu, dans cette introduction de nouvelles technologies de connectivité, avoir une approche globale. Et c'est pour ça qu'on a des démonstrateurs qui sont, on va dire, qui ressemblent en fait aux problématiques des maladies chroniques suivies d'un traitement. On a des démonstrateurs qui sont plutôt actifs des maladies infectieuses. Et malheureusement, les personnes malades étant aussi donc dépendantes, on a aussi un démonstrateur spécifique au suivi des personnes dépendantes. Et ça nous a permis en fait dans le projet d'avoir une vision globale de la problématique de comment apporter de la connectivité dans la pratique médicale de manière générale, donc avec de la sécurité, en créant de la confiance vis-à-vis des patients et aussi vis-à-vis des professionnels de santé. Et donc ce démonstrateur, donc je vais passer la parole à Mathel pour pouvoir présenter plus spécifiquement. Oui, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Armand, on a développé ici un boîtier qui a une spécificité pour venir se connecter donc, sur une pompe à perfusion de chez Fresenius et être capable de remonter les données vers un cloud. L'idée de ce projet est donc d'apporter une brique technologique générique avec du cryptage, avec de la transmission de données en Bluetooth Low Energy, en LoRa ou en GSM, et avec une partie plus spécifique pour ici s'interfacer sur la pompe à perfusion, que ce soit avec un connecteur propriétaire ou avec un casing qui vient s'intégrer dans le produit. Donc on a fait ce produit-là, on a fait un autre produit avec un partenaire aussi local qui s'appelle Medtronic, qui est basé à côté de Lyon. Donc là pour traiter la détection d'infections post-opératoires. Et donc dans ce projet, on a pu faire le développement du produit, des pré-séries industrielles, le dépôt de dossier auprès de l'ANSM pour être en mesure de faire une investigation clinique qui est en cours, qui est réalisée donc, avec un partenaire local, à savoir le CHU. Donc je vais leur laisser la parole, ils vont vous parler un petit peu de cette investigation. Bonjour à tous, donc je suis Juliette Mézin, je suis attachée de recherche clinique au CHU de Grenoble. Donc le CHU, on a été responsable de la partie essai clinique, donc de la pompe à nutrition connectée. Donc là, on a simulé une démonstration du transfert de données. Donc là, nous avons simulé une perfusion connectée. Et donc ce boîtier de Mattel nous a envoyé directement les informations de la perfusion sur le logiciel. Donc pour vous détailler ce qu'on voit ici, nous avons simulé une perfusion qui a duré une quinzaine de minutes. Et donc nous voyons comment ça s'est passé donc dans le temps. Et nous pouvons aussi voir exactement le volume qui a été délivré durant cette perfusion. Nous recevons aussi le débit durant la perfusion, ainsi que les événements qui peuvent être des alarmes qui nous seront remontés en direct au niveau du CHU. Donc là, nous simulons une nouvelle perfusion et nous allons voir que la pompe va se mettre en erreur du fait qu'il va y avoir donc, ce qu'on appelle une occlusion, c'est la tubulure qui se pince. Et donc en actualisant normalement sur le logiciel, nous allons recevoir en direct l'information comme quoi il y a eu une occlusion. Donc on voit ici à 12h51, nous avons eu une occlusion en amont de la pompe et donc on reçoit en direct. Voilà. Bonne collaboration. Merci. Et le dernier projet vers lequel nous allons nous tourner, c'est aussi un projet qui a des liens avec la santé, notamment avec la gestion des fluides sur les laboratoires sur puces. Et je vais passer pour le présenter la parole à Victor Vieille. Bonjour, merci. Donc nous, on vient du laboratoire du CNRS de l'Institut Néel. Vous m'entendez bien là? Ouais, c'est... Comment sur le menton. Ok. Et
Et du coup, nous, on s'attaque à la problématique de la gestion des petites quantités de fluide, parce que c'est utilisé dans tous les laboratoires et hôpitaux du monde. Tout le monde est toujours à pipeter toute la journée pour faire des tests de diagnostic, pour faire de la culture cellulaire. Et puis, c'est pas forcément très efficace et on est à l'air libre, on a besoin d'un environnement très contrôlé. Et nous, l'idée, c'est de venir miniaturer ça, intégrer ça, automatiser ça. Et pour faire ça, comme on gère des fluides, il y a un élément, le cœur pour gérer des fluides, c'est la pompe. Et nous, ce qu'on développe, c'est une petite pompe microfluidique. Donc on voit ici en noir, donc c'est ce petit élément-là. Et ça permet de pomper des débits de l'ordre du microlitre. Donc c'est vraiment ce qu'il faut pour pouvoir actionner des fluides dans des puces microfluidiques qui ressemblent à ce genre de choses-là. Et en mettant plusieurs pompes de ce style sur une puce microfluidique, vous allez pouvoir actionner les puces à l'intérieur. Et la puce qui est un consommable, donc qui est potentiellement jetable, il y a juste à la poser sur son générateur et ça va permettre d'actionner tous les fluides suivant le programme prédéfini. Donc on peut jouer avec, là on a une petite application sur le smartphone pour alimenter directement les pompes et pour injecter dans la petite chambre ici des liquides ici colorés, mais ça peut être du milieu de culture, ça peut être des liquides de rinçage pour faire de la PCR, ça peut être des choses diverses et variées. Et nous, ce qu'on se propose de faire dans les prochaines années, c'est vraiment permettre de fournir une solution complète qui consiste en un circuit microfluidique avec les pompes intégrées et aussi d'autres modules qui viennent se plugger sur les pompes et qui peuvent être utilisés comme ça en tant que consommables sur nos générateurs. Quand vous dites les petites quantités, c'est-à-dire c'est jusqu'à quoi? C'est le microlitre, c'est le nanolitre Nous, dans cette petite pompe-là, chaque chambre, donc là, on voit le système d'actionnement, c'est plein de petites chambres qui sont emmenées de l'entrée vers la sortie. Et dans celle-là, chaque chambre fait environ 30 nanolitres. Donc voilà, après on les libère plus ou moins vite. Dans ce système-là, où on voit, donc là, c'est en train de faire du goutte à goutte dans un système comme ça, et juste à le poser. Là, on voit que la quantité est plus importante, la quantité pompée. Elle est de l'ordre plutôt du microlitre. Et donc là, on est plutôt dans des systèmes de type le goutte à goutte qu'il y avait dans la perf là-bas. C'est plutôt ce système, ce débit-là. Incroyable. Merci à vous. Merci, et puis merci à tous les porteurs de projets qui vous ont présenté ces différentes innovations, ces différentes façons d'inventer le monde d'après. J'espère que vous aurez été convaincus. Et merci à vous pour cette déambulation ensemble.